Bonjour les gars, aujourd'hui on va parler de la charte de l'impérialisme. Je veux peut-être pour certains vous la faire découvrir, pour d'autres ça sera juste un rappel. Pourquoi on va parler de la charte de l'impérialisme? C'est parce que je vois beaucoup de Gabonais parler avec légèreté de l'histoire du Gabon avec la France, disant qu'il y a des liens immémoriaux qui lient la France et le Gabon ou la France et l'Afrique en général. Donc on va essayer de voir via la charte de l'impérialisme qu'ils ont eux-mêmes écrit. Ils ont écrit ça en 1885 après la conférence de Berlin et tout. Donc nous allons faire des parallèles entre leurs écrits dans la charte de l'impérialisme et leurs faits actuels. On va peut-être dire que ça c'est 1885, ils ne sont plus les mêmes, ils ont changé. Comme ils aiment assez bien le dire, la génération actuelle des Africains, c'est une génération qui n'a pas connu la colonisation et le reste. Mais on va voir si vraiment leur schéma de pensée a changé ou pas. Bon, là, nous sommes sur l'écran d'accueil qui vous est présenté depuis là. Là, vous pouvez lire que la charte de l'impérialisme a été conçue en 1885 et a été de nouveau renégociée à Yalta. Yalta, c'est 1945. Bon, là, commençons avec l'article 1. Je pense que l'article 1, on va le prendre seul parce qu'il y a tellement d'infos à l'intérieur. Article 1. De la devise. Devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Ok, nous allons aller pas. Sur le fait de contrôler les richesses de la planète, est-ce que c'est toujours le cas? Nous allons vérifier quelles sont les plus grandes sociétés minières du monde. Nous allons vérifier si elles sont en Occident, en Afrique, en Asie, Sud-Amérique ou en Orient. Bon, là, je vais vous présenter le top 10 des sociétés, des plus grandes sociétés minières au monde. Minières, là, il faut savoir que c'est tous les minéraux, hein, que ce soit les fers ou le pétrole et toutes ses dérivés et tout ça. Donc, premier, nous avons, c'est en anglais. Attendez, on va mettre ça en français. Nous ne sommes pas des anglophones. Ok. Groupe BHT L'été, quartier général Australie. Australie, qui dit Australie dit Angleterre. Ensuite, Rio Tinto, quartier général Royaume-Uni. Royaume-Uni, toujours Angleterre. Occident, toujours. Tsingshan Énergie. Quartier général Chine. Mais s'agissant de la Chine, c'est un cas un peu spécial parce que la Chine, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la fin de la Révolution chinoise, lorsque ça s'appelle comment, le Kuomintang de, ça s'appelle comment, Chiang Kai-shek et s'est retiré vers Taïwan et Mao a pris la grande Chine, la Chine continentale. Il faut savoir que les Occidentaux, ils sont tellement avides de profit qu'ils ne pouvaient pas laisser la Chine comme ça en fait. Ils ne pouvaient pas laisser la Chine, c'était un marché trop providentiel pour eux. Et là, la Chine avait 554 millions d'habitants en 1950. Et c'est en 1950 que la guerre civile chinoise est finie. Donc, vous voyez un marché de 554 millions d'habitants, les Occidentaux ne pouvaient pas laisser ça. Donc, ils ont trouvé le moyen de s'infiltrer dans l'économie chinoise. Donc, vu qu'ils étaient tellement avides de profit, ils ont vu un marché chinois de près d'un demi-milliard d'habitants. Ils ne pouvaient pas laisser ça. C'était trop d'argent, trop de profit. Ils voulaient que leur société rentre là-bas. Imagine-toi, McDonald's vendu à 500 millions d'habitants. Beaucoup de profit. Ils sont rentrés en Chine via la réforme de Deng Xiaoping. Par exemple, regardons un peu ici. En 1950, le PIB de la Chine était de 30 milliards de dollars. Ensuite, en 1960, c'était 60 milliards de dollars. Et dès que ces gens ont pu s'infiltrer, à partir de 1970, regardez, le PIB a presque doublé. C'est passé de 92 milliards de dollars à 191 milliards de dollars. Ensuite, ça n'a fait que monter de façon exponentielle jusqu'en 2023. Donc, continuons. Donc, nous avons Tsingshan Energy, Chine. Ensuite, Freeport McMoran Inc., États-Unis d'Amérique. Glencore, quartier général Suisse, occidentaux. Contrôler toutes les richesses de la terre. Ça n'a pas changé. Pareil ici encore, on a déjà parlé de la Chine. Xinjiang Mining. Ensuite, nous avons Valhessa, Brésil. Il faut considérer Brésil, Amérique du Sud, donc États-Unis. Ça, il ne faut même pas douter. Aucun pays d'Amérique du Sud ne peut se développer sans l'appui des États-Unis. Quand tu vas vérifier les actionnaires majoritaires de cette entreprise-là, tu vas trouver beaucoup d'Occidentaux, beaucoup d'Américains. Ensuite, nous avons Fortescue, Australie, toujours Occident. Société minière d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, est-ce qu'on va parler? C'est les États-Unis. C'est carrément leur création. Un pays fictif. Ensuite, on a groupe Mexique Sab de SV. Mexique, je vous ai parlé de l'Amérique du Sud. Donc, vous voyez, sur 10 entreprises, nous avons au moins
50% des entreprises qui sont clairement occidentales. Et le reste, nous avons des entreprises occidentales, mais basées ailleurs. On va dire ça comme ça, au Brésil. Et pour la Chine, c'est un cas un peu plus complexe. Ensuite, continuons. Je retrouve la vidéo est la même langue. Notre politique, elle est divisée pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Bon, je voulais m'arrêter si notre politique est divisée pour mieux régner, mais je pense qu'on va revenir sur ça après dans un autre article. Ensuite, remplir notre banque et faire d'elles les plus puissantes du monde. Est-ce que vous doutez que leurs banques sont bel et bien les plus puissantes du monde? Vérifions. Il faut savoir que ce qu'on appelle FMI ou Banque mondiale, ce sont des émanations de 1944 et les accords de Bretton Woods. Donc, ils ont décidé de créer ça pour soi-disant reconstruire le monde. Après, ils ont d'abord créé la Société des Nations, c'est devenu les Nations Unies. Ils ont créé la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Ensuite, c'est devenu la Banque mondiale. Ensuite, le Fonds monétaire international pour financer le projet de la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, quels sont les actionnaires principaux? Ici, nous avons les États-Unis à une hauteur de 17%, le Japon, l'Allemagne, la France, Royaume-Uni, Arabie Saoudite, Canada, Russie, Pays-Bas et reste du monde. Donc, quand vous voyez la façon dont est agencé les parts des actionnaires du FMI, pour vous, à qui appartient cette banque? Parce qu'en vrai, c'est une banque privée, même c'est une banque. Parce que quand on dit États-Unis, ce n'est pas le gouvernement américain. Ce sont des investisseurs, des hommes d'affaires américains qui ont mis leur argent à l'intérieur. Donc, à une hauteur de 17%, deux fois plus, même trois fois plus que le second. Donc là, nous avons les Occidentaux qui sont actionnaires majoritaires du FMI et donc de la Banque mondiale. Sachant que eux, ils sont toujours en concordance dans chacune de leurs décisions. Quand les États-Unis décident de faire ça, tous font la même chose. Pensez-vous que la Banque mondiale est une institution souveraine? Et là, je n'ai même pas parlé de leurs banques dans chacun de leurs pays. Hein, parce que si je parlais, par exemple, du JP Morgan, Wells Fargo, ou BNP Paribas, les autres banques, les banques étatiques de chaque pays, la vidéo devant quoi être plus longue et moins digeste. Donc, qu'en pensez-vous?